démystifier le plaisir. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Énorme inquiétude pour une famille de la Gaspésie, un jeune homme qui est disparu, Jesse Duchesneau de Passepébiac. Et notre collègue Audrey Robitaille, recherchiste et journaliste à Cube Radio, est avec nous. Bonjour Audrey. Salut Mario. Parce que tu as travaillé pas mal sur le dossier, tu as parlé à des gens. D'abord, question générale, là, qu'est-ce qu'il vient de la Gaspésie? Pourquoi il était à Québec à ce moment-là? Bien, c'est ça, j'ai parlé avec la famille ce matin. Là, j'avais vu la publication de la famille au courant de la fin de semaine. En fait, il vient de la Gaspésie, mais comme à Gaspésie, il n'y a pas de cégep, plusieurs de ses amis ont déménagé à Rimouski. Donc, il est allé voir ses amis à Rimouski et d'autres connaissances vivent à Québec. Donc, ils se déménagent beaucoup à cause de leur étude, là. Donc, il était monté à Rimouski avec des amis. Il a laissé sa voiture là-bas et il est monté dans la même voiture que ses autres amis à Québec. De Rimouski à Québec. Exactement, pour sûrement pour sortir, la fin de semaine, faire la pour fête. Sortir. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il n'avait pas sa voiture. Le là. dernier moment où il est... Mais d'abord, faisons la soirée, parce que là, la police, dans l'enquête, avec la famille, ils ont eu différents éléments pour essayer de reconstituer là, sa dernière soirée où il a été vu. Oui, exactement. Donc, c'est vendredi soir là, que la gang de gars, en arrivant à Québec, sont allés sûrement fêter là, dans un appartement d'un des gars jusqu'à 10 heures environ, parce que, selon la mère, elle a eu accès au relevé de carte de crédit de son fils. Puis, ça dit là, que son fils, le premier paiement de Jesse aurait eu lieu à 23h42 au Midnight Blue sur la rue Saint-Joseph, qui est un bar, c'est ça, là, sur la rue Saint-Joseph, c'est quand même, je crois, populaire, mais la rue Saint-Joseph... Un quartier où il y a du nightlife un petit peu, là. C'est ça, mais il faut le mentionner. Ça brasse un peu des fois aussi. Mais il faut le mentionner que, justement, la rue Saint-Joseph, là, c'est pas une des rues les plus sécuritaires où sortir. Il y a beaucoup de batailles, beaucoup de ventes de drogue qui se fait là. Donc, je sais pas, là, tu sais, Jesse Duchesneau... peut-être qu'il a rencontré quelqu'un de cette manière-là. Mais c'est ça, donc il est arrivé au Midnight Blue un peu après 11h et c'est là qu'a débuté sa soirée. Donc, il a dépensé quand même un bon montant là, en alcool là-bas. Et c'est ça, j'ai parlé avec le propriétaire de l'endroit, donc du Midnight Blue, qui lui dit que ses portiers l'ont vu partir du bar à, je vais te dire ça, là, 1h32 précisément. Puis ça concorde puisque son dernier paiement, c'est à 1h18 du matin au Midnight Blue. Okay. Donc, il est parti du bar là, vers 1h32, mais il est resté quand même 30 à 40 minutes dehors, pas avec ses amis nécessairement. Là. Il parlait avec des gens dans la rue, puis il est resté 30-40 minutes. Ça, il y a des témoins de ça. Il y a des témoins de ça, les portiers l'ont dit, les caméras de surveillance le confirment. Est-ce qu'il a fréquenté un autre établissement? Est-ce qu'il y a d'autres transactions après? Oui, exactement. Les transactions se poursuivent, fait que ça concorde parce que sur la même rue, il y a le district Saint-Joseph qui est un bar plus populaire, je crois, que le Midnight Blue. Là, tu sais, je viens de là, fait que je connais un peu ça. Puis, à ce bar-là, tu vois, il n'est pas resté là longtemps. Il est arrivé à 2h09. Donc, on se rappelle qu'il avait quitté le Midnight Blue à 1h32. À 2h09, il était au district Saint-Joseph et il y est resté au moins jusqu'à 2h32 puisque c'est la dernière transaction. Donc, de 2h09 à 2h32, là, il a dépensé plus de 50 $. Donc, en 20 minutes quand même. Je sais pas s'il a payé l'alcool à plusieurs personnes. Ouais, c'est possible. Ouais, à ce moment-là, je sais pas s'il est encore avec ses amis, s'il est seul, tu sais, la famille le sait pas, mais ses relevés de carte de crédit le montrent bel et bien au district Saint-Joseph. Et là, après le district, est-ce qu'on a d'autres informations sur son passage quelque part, sa présence? Ben là, c'est là que ça devient un peu plus nébuleux, là, parce qu'on sait qu'au district, son oncle me dit que le groupe avec qui il était, en tout cas, s'est fait jeter dehors du district Saint-Joseph. Donc ça, c'est la famille qui me dit ça. Ça m'a pas été confirmé par les policiers ni par personne d'autre. Mais la gang de garçons aurait été jetée dehors. Donc après ça, ça devient un peu flou. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais qu'à un certain moment, les amis ont essayé de retrouver Jesse parce qu'ils l'ont perdu. Mais là, après l'avoir cherché un peu, pas capable de le rejoindre. Il n'a jamais été revu. Non. T'as parlé avec son père. Exactement. Donc, c'est ça. J'ai parlé avec son père parce que je voulais savoir, tu sais, c'est quand qu'il a appris la nouvelle, parce que c'est quand qu'il a été
quand Jessie est disparu, est-ce qu'il l'a su tout de suite? Parce qu'un jeune, là, c'est pas comme un bébé, là, une disparition. Si t'as pas de nouvelles, le lendemain matin, il peut dormir tard. Ben exactement. Donc, c'est ça. Fait que le père, il m'a expliqué un peu que c'est ça, après avoir cherché Jessie, ses amis ne l'ont pas trouvé, ils sont allés se coucher. Ils n'ont pas contacté personne, ni la police, ni les parents. Ils sont allés se coucher en se disant, bon, peut-être qu'il est parti avec une fille, peut-être qu'il est parti avec quelqu'un, il va bien. On verra demain. Là, demain, la journée passe, pas de nouvelles de Jessie. Donc, c'est vers 17h, entre 16h et 17h, que les parents reçoivent le fameux appel des amis de Jessie qui lui disent qu'ils l'ont pas revu après le bar, en fait, qu'ils ont perdu Jessie et que Jessie est disparue, en fait. Donc là, on comprend que c'était un peu l'affolement là, des parents parce qu'eux ont essayé de le rejoindre aussi dans la journée. Ils m'expliquent que d'habitude, Jessie répond entre 1 à 2 heures après le texto. Et là, pas de nouvelles, silence radio. Depuis qu'il est sorti le vendredi soir au bar, les parents n'ont pas de nouvelles. Donc, je vous laisse écouter un extrait du père là, qui m'explique comment il a appris la nouvelle, justement. Mélanie avait texté Jessie, puis elle m'avait dit qu'elle n'avait pas de réponse, puis elle l'avait appelé. Okay. Elle n'avait pas de réponse, puis d'habitude, tu sais, il aurait parlé, ben, répondu sur texto, ben, appelé. Le maximum, des fois, c'était 1 heure après, et des fois, il ne passait pas 2 heures. OK. Et moi aussi, je l'avais texté, puis l'appelé, je dis des fois, il va me répondre à moi, c'est pas pour ça, des fois, je disais à ma blonde, ben, OK, il est correct, il m'a répondu, tu sais, puis il est là, ça a bien été. Mm-hmm. Mais là, nous autres, moi, j'avais parti d'affaire la petite fille à mon frère. Puis là, quand j'arrivais chez moi, je voulais écouter la demi-finale des Alouettes. Mm-hmm. D'après moi, le téléphone chez nous aurait dû sonner à l'entour de 4h15. 4h, puis 4h, 4h30. C'est un de ses amis qui nous a appelés. Qui était tout avec à l'école, chez Saucourt. Puis il nous a dit que il a parlé à ma blonde au téléphone, il a dit oui. Il a expliqué là, il a dit, gars, c'est parce que là, il dit, il est arrivé quelque chose, il dit, Jessie, il est sorti au bord hier. Elle a demandé qu'est-ce qui se passait. Puis là, il a dit, il l'a pas trouvé. Il cherche ça, puis il le trouve pas, ils savent pas, il est où. Ouais, on imagine l'inquiétude. Ouais. Généralement, dans ce genre de scénario-là, on commence à essayer de voir toutes les hypothèses. Là. Qu'est-ce qui a pu arriver? On se questionne sur l'état d'esprit de la personne, ses intentions dans la soirée, des choses qu'il a dites. Est-ce qu'on a des hypothèses sur lesquelles on travaille? Oui, bien... Là, juste mentionner comme ça, là, parce que j'ai parlé au responsable des communications du SPVQ ce matin, là, David Poitras, parce qu'ils ont mis en place, comme tu disais au début, un poste de commandement dans le secteur pour récolter les témoignages, etc. Puis, la famille et la police me confirment que la dernière localisation de Jessie, de son cellulaire, en fait, donc pas de Jessie, du cellulaire, est près de la gare du Palais à Québec. Et ses amis l'ont également localisé sur une application, sur l'application Snapchat. Ouais. Donc, tu peux voir la localisation, mais il aurait été localisé dans une espèce d'immeuble délabré proche de l'INRS, donc l'Institut national de recherche scientifique de Québec. Donc, c'est flou, là. Il serait resté proche de l'INRS pendant quelques heures, là, quand même. Ils m'ont dit 18 heures. Je ne sais pas si ces informations-là sont exactes, mais pendant 18 heures, son téléphone aurait été à cet endroit-là. Puis à 9h30 du matin, par contre, il a été localisé à la gare du Palais. Et c'est la dernière fois qu'il a été localisé. La gare du Palais étant, par définition, une gare, donc un endroit d'où tu peux partir dans toutes les directions. Là. C'est ça, fait que d'où la théorie, mais là, je laisse sa cousine expliquer tout ça. Là. Il y a eu une localisation des policiers qui a été faite. La dernière localisation du téléphone a été faite à 9h hier, 9h30 le lendemain à la gare du Palais. OK. Mais, tu sais, exemple, ses amis qui voyaient, tu sais, les amis Snapchat, là, moi, je ne l'avais pas là-dessus, mais ils voyaient actifs pendant 18 heures dans le coin de l'INRS. Ouais. Donc, on a quand même quelques hypothèses du côté de la police pour aller chercher. Tu as aussi parlé à un de ses oncles?
En fait, j'ai parlé à son oncle, c'est lui qui m'a le plus parlé, en fait. Puis lui, il pense vraiment à la théorie là, de l'acte criminel. C'est pas dans le comportement de Jesse, selon lui. Il pense qu'il lui est arrivé quelque chose. Exactement. Puis la police, juste mentionner rapidement, la police écarte la thèse du départ volontaire. Là. Pour eux, il n'y a pas de raison à ce moment-ci de l'enquête pourquoi Jesse serait parti seul. Donc, il n'avait pas menacé de fugue, il n'était pas en chicane avec des gens. Donc, il reste la thèse de l'accident ou de l'acte criminel, mais là, on va écouter son oncle en fait, dire son témoignage là, qui m'a beaucoup touchée. Nous autres, regarde, peu importe le scénario, c'est de l'avoir physiquement, tu sais. Je veux dire, on est prêt à toute éventualité, mais regarde, on va pas rester avec le point d'interrogation de jamais le retrouver, tu sais. Donc, eux, là, juste mentionner, sont prêts, ils s'attendent peut-être à retrouver un corps. Là. C'est quand même triste. Là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont retrouver, ils veulent juste le retrouver physiquement. Sain et sauf, on espère. Oui. Donc, évidemment, l'aide du public est demandée. J'ai l'impression que toute personne qui saurait quelque chose, la police de Québec est là-dessus. On va se croiser les doigts, souhaiter la meilleure chance à la famille. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Mario. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.